Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Il est pile 9 heures, donc je vous propose de démarrer la restitution de notre baromètre d'orientation client. En effet, pour la troisième année consécutive, Juliette Sterwen publie ce baromètre mené par l'IFOP. Je suis donc, moi, Isabelle Dumoulin, je suis directrice au sein du cabinet de Juliette Sterwen et je serai la modératrice de ce webinaire. J'animerai les échanges durant cette heure d'intervention où je vais présenter nos différents participants. Très bien. Eh ben, écoutez, pour démarrer, je vais présenter en quelques mots notre cabinet. Donc, Juliette Sterwen, c'est un cabinet en conseil, stratégie, transformation et innovation. Nous avons effectivement au sein de notre cabinet un ensemble de savoirs et d'expertise qui s'articulent autour de 4 grands axes. On les nomme les business transformation, on est sur le people transformation, l'agile transformation et effectivement également le digital transformation. Nous sommes une grande équipe aujourd'hui de 550 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros et comme vous pouvez le voir avec une croissance remarquable de 30% sur la dernière année. Voilà. Si vous voulez effectivement en savoir un peu plus sur notre cabinet, ben écoutez, vous avez également l'accès à notre site internet où vous aurez encore plus de détails sur nos différentes actions. Pour la suite de ce webinaire, quelques éléments techniques. Alors, j'ai la chance d'être accompagnée aux manettes de Judith Langrand, qui est notre responsable communication au sein du cabinet. Alors, quelques informations que vous allez voir sur votre écran. Donc, dans un premier temps, vos micros vont être coupés si vous ne l'avez pas fait vous-même. Si vous n'entendez pas, eh bien, vous pouvez, avec la petite flèche orange sur le panneau, nous signaler votre dysfonctionnement. Et à ce moment-là, effectivement, Judith pourra certainement intervenir et vous dépanner. Pour les questions, on va faire en sorte de laisser un temps à la fin de notre intervention. Si le temps est plus court que prévu, nous nous engagerons à répondre individuellement à l'ensemble de vos questions à la suite de ce webinaire. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas être seule et heureusement, je vous présente mes 3 intervenantes. Nous avons la chance d'être avec Céline Sarrazin, donc directrice de l'expérience client. Je vais vous laisser la parole, Céline, pour vous présenter. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invitée. Donc, je suis Céline Sarrazin, je suis directrice de l'expérience client de Bouygues Immobilier. Donc, ça fait 8 ans que je suis chez Bouygues Immobilier. Auparavant, passé 15 ans chez Bouygues Télécom. Et un petit message, parce que je sais que vous n'êtes pas tellement de la profession de la promotion immobilière. Donc, un promoteur immobilier, une entreprise qui propose à ses clients B2C et B2B des appartements, des maisons sur plan. On fait construire, ça dure à peu près 2 à 3 ans et ensuite on livre le client et on le suit 10 ans après la livraison. Donc, on a un parcours client très long. Merci beaucoup Céline. Nous avons également, comme je vous dis, c'est un baromètre qui est mené par l'IFOP. Nous avons la chance d'avoir également Isabelle Trévilly de l'IFOP. Je vous laisse Isabelle vous présenter. Bonjour Isabelle, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Moi je suis Isabelle Trévilly, je dirige le pôle médias et digital à l'IFOP et j'ai le plaisir d'accompagner Juliette Sterwen sur différents baromètres, donc des problématiques que l'on peut aborder en interrogeant des cibles B2B, des cibles B2C sur différents enjeux. Et le baromètre de l'orientation client est un des sujets sur lesquels on travaille avec Juliette Sterwen. Merci beaucoup Isabelle. Et enfin, nous avons ma collègue Laetitia Poeta. Laetitia, je te laisse te présenter. Merci Isabelle, bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir la chance d'échanger avec Céline sur les résultats de notre baromètre. Pour ma part, je suis directrice au sein de Juliette Sterwen depuis bientôt 6 ans et passionnée par le sujet d'orientation client, de centricité, d'expérience client que j'ai à cœur d'accompagner chez mes clients aujourd'hui essentiellement banque et l'assurance. Merci beaucoup Laetitia. À l'issue de cette intervention et de ces échanges,
vous aurez la possibilité de consulter notre leaflet que vous recevrez par mail. Donc, ce leaflet est inspiré de l'étude qu'on va vous présenter forcément, et donc chacun d'entre vous le recevra à l'issue de cette présentation. Je rappelle juste que donc, à travers cette enquête, comme les années précédentes, en fait, notre parti pris, c'est toujours d'interroger les collaborateurs et les managers dans les organisations et de percevoir voilà, leur avis, leur point de vue sur l'orientation client au cœur même de leurs entreprises. On va donc aller sur les premiers chiffres et donc l'orientation client, on va baromètre 2023 et à ce moment-là, je passe la parole à Isabelle pour nous en dire un peu plus. Alors, je vais donc vous présenter aujourd'hui quelques grands enseignements de cette 3e édition donc, du baromètre orientation client. Et comme vient de vous le dire Isabelle, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le parti pris de ce baromètre est d'analyser la perception de l'orientation client par le prisme de l'interne, à savoir le regard des collaborateurs et des managers vis-à-vis de l'orientation client telle qu'ils l'aperçoivent dans leur organisation. Donc, 3 angles sont étudiés dans ce baromètre, l'angle du management, de l'organisation et des moyens mis à disposition. Enfin, une nouveauté a été intégrée dans l'édition de cette année, c'est la dimension RSE, parce qu'il nous a paru intéressant, en tout cas, de nous poser la question de savoir s'il y avait un lien ou non entre RSE et orientation client. En termes de méthodologie, donc nous avons mené une étude auprès d'un échantillon assez large, donc de 801 individus exactement, donc répartis entre 500 collaborateurs et 301 managers, sachant que le périmètre de notre étude était les organisations de 1000 salariés et plus, donc sur le territoire français, comprenant tout type de secteur d'activité et tout type de service. Sachant que l'étude a été menée donc, au mois de septembre via un recueil en ligne. Et c'est donc la 3e édition de notre baromètre, comme je vous le disais précédemment. Merci beaucoup Isabelle. Alors, je vais interroger Laetitia dans un premier temps. Laetitia, ce serait quoi ta définition de l'orientation client ? Alors, pour une entreprise, être orienté client, pour moi, c'est d'avoir une première chose, c'est une ambition. C'est se poser comme cap de donner envie à ses collaborateurs, quels qu'ils soient, à tout moment, de délivrer une expérience de qualité, voire mémorable, c'est encore mieux. C'est leur faire prendre conscience du rôle qu'ils ont à jouer dans cette ambition-là, de créer de la valeur pour le client, que ce client soit un client interne ou un client final. Et enfin, c'est aussi investir et bien à ses équipes de traduire cette ambition, cette volonté en des actes concrets sur le terrain, dans leur quotidien, et c'est-à-dire transformer son organisation, aligner ses modes de fonctionnement et ses processus, simplifier, améliorer ses outils, accompagner chaque collaborateur sur des aspects de posture relationnelle dans ses échanges au quotidien avec ses collègues et avec ses clients finaux. Donc, je pense que voilà, c'est notre vision assez holistique de l'orientation client qui recouvre vraiment plusieurs aspects. Et Céline sera là avec nous aujourd'hui, je pense, et pourra apporter un témoignage assez emblématique de cette vision. Ok, super. Merci Laetitia. Donc Isabelle, pour étayer les propos de Laetitia, est-ce que vous pouvez vous partager les résultats de cette étude sur la perception globale justement de ce que c'est l'orientation client? Tout à fait. Alors on va commencer par quelques grands chiffres qui vont révéler déjà un premier enseignement, c'est que l'expérience client est un enjeu majeur pour les organisations. Puisque vous voyez, on a un tiers des personnes interrogées qui nous ont dit que l'expérience client est gérée par plusieurs directions au sein de leur entreprise, et même dans un cas sur deux, donc 49% exactement, elle est prise en charge par une équipe spécifiquement dédiée.
Donc, c'est un sujet qui est important au sein des organisations et on va voir comment il se déploie et quels en sont les tenants et aboutissants. Deuxième chiffre important, c'est celui qui va témoigner du degré d'engagement dans une démarche RSE. Je vous ai dit qu'on avait intégré cette nouvelle dimension dans l'édition 2023. Et comme vous pouvez le voir ici, 62% des entreprises que nous avons interrogées nous disent, des organisations que nous avons interrogées nous disent être investies, engagées dans une démarche RSE. En l'occurrence, cette démarche RSE a une double visée. Elle est à la fois destinée à une vision interne, mais aussi à destination des clients. Donc, elle est, on va dire, orientée, mixte, interne et externe. Et cet engagement RSE, il est encore plus marqué dans les entreprises, dans les organisations qui disposent d'une équipe spécifiquement dédiée à l'orientation client. Vous vous souvenez du chiffre précédent, on a vu 49% avaient une équipe spécifiquement dédiée à l'orientation client. Et vous le voyez, c'est le petit chiffre avec le petit pictogramme rose. Quand dans l'ensemble des organisations que nous avons interrogées, la démarche RSE est présente dans 62% des cas, ce taux monte à 72% dans les organisations dans lesquelles une équipe est spécifiquement dédiée à l'expérience client. Donc, corrélation ou non, bien évidemment, c'est une première question qu'on peut se poser. On va y revenir plus tard, donc tout au long de la présentation, où vous verrez en filigrane sur les différents slides le petit pictogramme vert qui représentera les organisations dans lesquelles justement une démarche RSE a été initiée. Et on verra quel est l'impact, quel est le lien avec les différents indicateurs que l'on va suivre. Donc, qu'en est-il précisément de l'orientation client? Une fois encore, vue par le regard des collaborateurs et des managers. 64% des personnes interrogées nous ont dit avoir entendu parler, entendre parler d'orientation client au sein de leur entreprise ou structure. C'est un taux qui est stable par rapport à celui qu'on avait observé l'an dernier, 63%. Ce qui est intéressant de noter, ce sont les chiffres que vous voyez à droite de l'écran, à savoir que les managers sont plus sensibilisés que les collaborateurs, puisque 73% en entendent parler, contre 59% des collaborateurs. Ça, c'est un premier renseignement qui est quand même intéressant. On voit que cette notion-là, elle ne se diffuse pas encore complètement à toutes les strates de l'organisation. Et deuxième enseignement, c'est ce que vous voyez. Ah, pardon, Judith, tu peux revenir. Voilà, deuxième enseignement, donc, qui est un point important, c'est la petite bulle verte en bas à droite du slide, où on voit que la sensibilisation est également plus marquée dans les structures ayant mis en place une démarche RSE, puisque de 64%, on monte à 77%. Donc ensuite, on a donné une définition aux répondants pour qu'on parle bien de la même chose tout au long de l'étude, pour leur dire, voilà, ce que nous, on entendait par orientation client, en leur donnant comme définition celle-ci, une entreprise centrée client est une entreprise dans laquelle tous les collaborateurs, quelle que soit leur fonction, ont conscience du rôle qu'ils ont à jouer pour assurer une expérience mémorable au client final. Donc en ayant cette définition en tête, est-ce qu'ils reconnaissent, oui ou non, une volonté affichée de leur organisation d'être centrée client ou usager? 73% nous le déclarent et 70% reconnaissent une posture réellement centrée client. Donc là, on a le différentiel entre la volonté affichée et la posture réelle. Et on voit que cet écart, il tend à se réduire par rapport à ce qu'on avait l'an passé, puisque là, on a 3 points d'écart entre la volonté affichée et la posture réelle, telle que ressentie par les collaborateurs. On avait 8 points l'an passé. Et une fois encore, l'orientation client, vous le voyez à travers les petits pictogrammes verts, est encore plus présente, à la fois en termes de volonté que de posture réelle, auprès des structures engagées dans des démarches RSE. Et comment se manifeste cette volonté d'être centré client-usager? Eh bien, cette volonté, elle va transparaître en premier lieu dans les valeurs de l'entreprise, pour 50% des collaborateurs et managers interrogés.
mais aussi, et ça c'est intéressant, elle est incarnée par les dirigeants. 37% nous le remontent. Et elle est portée par le plan stratégique ou par la mise en place de nouveaux outils, tels que des outils CRM ou des nouveaux canaux de communication. Donc, c'est à la fois, on le voit, plusieurs vecteurs qui vont permettre d'infuser et de diffuser cette orientation client. Et une nouvelle fois, on remarque avec les chiffres sur la droite du slide que les structures ayant engagé une démarche RSE se démarquent par des manifestations de l'orientation client encore plus marquées et multiples à tous égards. Merci, c'était déjà un premier panorama. Et du coup, je vais m'adresser à Céline parce que je pense que ces premiers échanges sur ces résultats commencent à résonner. Qu'en pensez-vous? Et puis surtout, voilà, est-ce que ce premier panorama résonne avec votre vécu chez Bouygues Immobilier? Je vous laisse la parole, Céline. Merci Isabelle. Alors, c'est vrai qu'en effet, moi, tout ce que je viens d'entendre résonne énormément par rapport à tout le travail qu'on a essayé de faire maintenant depuis un certain nombre d'années chez Bouygues Immobilier, et notamment le dernier slide. Donc, peut-être Judith, si on veut le remettre comme ça, on peut s'appuyer dessus. En fait, pour vous dire, chez Bouygues Immobilier, aujourd'hui, on a déjà une nouvelle stratégie avec des valeurs d'entreprise. Donc, nos deux valeurs, ce sont respect et audace qui ont été réaffirmées à travers la stratégie de l'entreprise. Et aujourd'hui, la stratégie de l'entreprise a été réécrite maintenant depuis 2 ans. Et on a sept axes stratégiques. Le premier axe stratégique de l'entreprise est l'expérience client. Le deuxième, l'expérience collaborateur. Et le troisième ou quatrième, c'est la RSE. Donc, la résonance est quand même très forte. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on a préparé ce webinaire, moi j'ai une grande conviction, c'est que en effet la stratégie c'est une chose, mais c'est quelque chose d'écrit. Ce qui est important, c'est l'incarnation et au plus haut niveau du sujet de l'expérience client. Moi j'ai la chance d'avoir aujourd'hui un président qui incarne le sujet client et qui l'incarne si bien que quand il reçoit une réclamation à son nom, il y répond personnellement avant de me l'adresser pour un traitement de fond, mais il écrit personnellement une lettre signée de sa main et je peux vous dire qu'il lit tous les courriers de réclamation qui lui sont adressés. Je donne cette anecdote parce que ce n'est pas fait partout, mais je pense que ça, c'est extrêmement fort et du coup, il y a une forme d'exemplarité tout le long de la chaîne managériale sur ces sujets. Je crois aussi qu'il faut en effet quelqu'un qui incarne le sujet d'expérience client dans l'entreprise. Ça, c'est très important et qui est une forme de leadership et donc d'incarnation de ce sujet-là pour qu'on le voyait dans les statistiques. Il y a une équipe qui porte ce sujet-là, qui ne soit pas silotée, qui travaille vraiment en transverse et qui diffuse dans l'entreprise, mais une équipe qui incarne le sujet. Ce que je vois aussi, c'est que l'expérience client doit être aussi pilotée. Ce n'est pas un sujet sympathique pour se faire plaisir. Il faut vraiment qu'il y ait un pilotage de la performance comme le business. C'est le cas de chez Bouygues Immobilier depuis maintenant un certain nombre d'années. Donc, on a positionné le NPS, cet indicateur que vous connaissez tous comme indicateur phare de l'entreprise. Et chez nous, il fait partie d'un des éléments déclencheurs de l'intéressement dans l'entreprise. Et il est dans tous les variables de tous les managers. Je peux vous dire que ça fait une vraie différence entre avant et aujourd'hui. On a d'ailleurs monté significativement sur cet indicateur. Et puis évidemment, la mise à disposition d'outils d'une organisation autour donc, du client, puis d'outils qui portent ça. Nous, on s'est doté d'un CRM depuis qui n'existait pas dans l'entreprise, Salesforce, je crois que vous le connaissez tous aussi, et qui permet aujourd'hui d'avoir le sujet d'expérience client au cœur, puisque ce CRM, il est à disposition de tous les collaborateurs et pas seulement des filières clients. Aujourd'hui, il est utilisé aussi par les patrons de business unit pour suivre certains sujets clients. Voilà, donc voilà le témoignage que je voulais vous faire et donc une forte résonance par rapport à tous ces sujets, évidemment, parce que je le vis au quotidien. Voilà. Merci Céline, effectivement, vraiment, ça fait vraiment écho aux chiffres que nous a partagé Isabelle. On va passer sur un premier constat. Alors, on l'a nommé une circularité à développer entre managers, clients et collaborateurs. Du coup, Isabelle, qu'est-ce que ça veut dire concrètement à travers les chiffres? Pourquoi effectivement cette circularité, on l'a identifiée dans ce triptyque?
Alors, on a identifié des attentes fortes des collaborateurs. Déjà, on a interrogé les répondants sur la façon dont ils étaient accompagnés pour développer leur capacité à être centrés clients. 81% nous disent être accompagnés dans leur structure pour développer leur capacité à être accompagnés clients. Et on voit que ça correspond, c'est complètement en résonance avec leurs attentes, puisque 81%, donc c'est pas une erreur de chiffre, 81% nous disent également souhaiter être accompagnés. Donc ça correspond vraiment à une attente des collaborateurs. Et cette attente, une fois encore, on voit qu'elle est encore plus importante dans les structures ayant une démarche RSE. Cette sensibilisation, on sent qu'elle est très développée dans ces types de structures-là, puisqu'on monte à 86% d'accompagnement et de souhait d'accompagnement. Ici, vous voyez maintenant représenter les différents types d'accompagnement. Donc, d'une part, les types d'accompagnement qui sont déployés dans les organisations, donc ils sont visualisés sur l'axe des abscisses, et par ailleurs, les types d'accompagnement souhaités par les collaborateurs sur l'axe des ordonnées. Ce qui nous permet donc on avait identifié, on avait mesuré différents types d'accompagnement, et ce qui nous permet de faire émerger 3 types d'accompagnement que vous voyez dans le cadran de haut, en haut à droite, qui correspondent aux principales attentes des collaborateurs et managers dans les structures aujourd'hui. Donc parce que constituant des accompagnements qui sont effectivement déployés et qui constituent vraiment le cœur de leurs attentes, avec largement en tête des attentes de formation. Tout en haut du graphique, comme vous pouvez le voir, donc la principale attente formulée par les collaborateurs, mais aussi de la communication interne et un accompagnement du manager. Donc l'accompagnement de proximité est une attente forte des collaborateurs pour être à même de mieux gérer cette relation client et de mieux être centré client dans leur quotidien. Donc, c'est en ça que le manager va avoir un rôle clé à jouer. Et ce point-là, il est d'autant plus important qu'on a posé la question aux collaborateurs et aux managers de savoir si s'ils se sentaient suffisamment accompagnés. Donc, ils le sont, mais est-ce qu'ils le sont suffisamment? Est-ce que cet accompagnement leur donne satisfaction? Et là, on voit qu'il y a matière à progresser, puisque 35% nous disent être insuffisamment accompagnés par leur entreprise et 40% nous disent même être insuffisamment accompagnés par leur manager. Donc, on sent qu'il y a la matière à travailler avec le manager, avec le N+1 et avec l'entreprise au sens large pour encore mieux accompagner les collaborateurs et les amener à être davantage opérationnels pour développer leur capacité à être centrés clients. Donc, précisément, quelles sont donc leurs attentes vis-à-vis des managers? On a testé plusieurs attentes possibles et on voit que voilà, il y a une très forte disparité dans leurs attentes exprimées, puisque ça va de 28 à 11%. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout le même niveau d'intérêt. La première attente, en premier lieu, les managers sont attendus sur le fait de valoriser les succès de l'équipe. Ça peut paraître une évidence, mais en tout cas, c'est toujours mieux quand on le dit, c'est toujours mieux quand on le fait. Donc, la valorisation des succès de l'équipe est la première attente vis-à-vis du manager. Puis, une posture d'écoute, de prise en compte des avis qui est assez largement mise en avant. Du feedback et Céline en a parlé tout à l'heure, une exemplarité managériale. Être lui-même exemplaire vis-à-vis de ses clients, ça arrive dans le podium des attentes vis-à-vis d'un manager. Merci beaucoup Isabelle. Eh bien, effectivement, merci d'avoir illustré cette notion de circularité. Et du coup, là, je m'oriente vers Laetitia. Laetitia, c'est par rapport à ses convictions, ses attentes des collaborateurs. Voilà, quels sont les rôles et outils que tu pourrais partager avec nous pour que les managers montrent leurs mains? Mais écoute, il y a plusieurs choses qui nous a interpellés dans les résultats du baromètre de cette année. La première, c'est déjà cet écart entre
la sensibilisation des managers à la notion d'orientation client et la sensibilisation des collaborateurs. Et ça donne l'impression en fait que les managers entendent beaucoup plus parler d'orientation client et donc finalement il y a une courroie de transmission qui ne se fait pas jusqu'aux collaborateurs qui eux sont sur le terrain et directement concernés eux aussi. Et ce qu'on se dit, c'est que d'abord, il y a une première strate qui sont les managers de managers qui, eux, sont responsables de donner le cap, de partager le sens, de partager ses ambitions. Et c'est pour nous hyper important qu'il y ait un canal de communication ouvert et direct vers les collaborateurs depuis ces managers qui incarnent les ambitions de l'entreprise en matière d'orientation client. Et à contrario, ils ont besoin aussi, eux, de cette connexion directe avec le terrain, cette connexion sans filtre. Céline le disait très bien, elle illustrait avec l'exemple du patron de Bouygues Immobilier qui traite en direct les réclamations qui lui sont adressées. C'est important aussi d'avoir cette voix du client et cette voix des collaborateurs pour savoir comment ça se passe concrètement sur le terrain. Donc, le rôle du manager, qu'on va appeler manager opérationnel, le manager de proximité, ça va être d'assurer ce trait d'union entre ces deux populations, mais aussi de laisser ouvert ce canal pour que ces collaborateurs entendent directement les discours et les convictions des managers de managers. Le deuxième volet, on le voit, hein, ça fait partie des attentes des collaborateurs vis-à-vis de leur manager de proximité. C'est beaucoup de personnalisation dans l'accompagnement et un accompagnement spécifique sur cet enjeu de l'orientation client. Ça va passer par de l'écoute, par du feedback, par la prise en compte des idées et des remontées des collaborateurs, mais ça va être aussi par porter et partager les besoins du client. On le voit, c'est souvent une matière que les collaborateurs n'ont pas toujours à disposition. Mais on sait de notre expérience aussi qu'il y a souvent un peu de frustration de la part des managers qui ne se sentent pas forcément bien outillés pour accompagner leurs collaborateurs sur ces enjeux-là. On l'a vu, on l'a pratiqué chez certains de nos clients. On peut les outiller, par exemple, avec des référentiels de posture relationnelle qui sont des vrais outils qui permettent de faire du feedback à chaud, du coaching terrain sur cette thématique en particulier. Super, merci Laetitia. Alors, quand on a préparé effectivement ce webinaire avec Céline, moi c'est mon ADN et du coup ça m'a effectivement vraiment marqué, c'est que chez Bouygues Immobilier, à votre arrivée, ce que vous avez dit, c'est que vous aviez mis un accent tout particulier sur la formation et justement l'accompagnement des collaborateurs, donc de la relation client, mais pas seulement en fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet accompagnement? Oui, Isabelle, en fait, quand je suis arrivée, donc c'était pour pousser ce sujet de l'expérience client dans l'entreprise, puisque l'entreprise était éminemment orientée produit, ce qui compte, hein, quand vous construisez un immeuble, il vaut mieux que ce soit bien construit, donc le produit est important, mais assez peu sur le sujet de la relation client, et c'est vrai que ce n'était pas du tout dans l'ADN de l'entreprise. Et donc, mon parti pris a été de dire, il faut semer des graines chez tout le monde, et à la limite plus dans les filières non clients que dans les filières clients. Et donc, on a pris le parti, on a mis les moyens pour, et on a formé 100% des collaborateurs de l'entreprise. Donc, on était 1800, on est toujours 1800. Et on a formé 100% des collaborateurs de l'entreprise à une formation qui s'appelait 100% clients et qui avait pour objectif de dire aux collaborateurs qui sont les clients aujourd'hui et ce qu'ils veulent, et surtout avec des petites scénettes l'après-midi, de savoir moi, justement, ma posture vis-à-vis de ces clients-là, est-ce qu'elle est bonne ou pas. Mais tous étaient concernés, COMEX compris, donc le COMEX a fait la formation avec des petits jeux de rôle, donc tout le monde a été formé, donc c'est aussi cette notion d'exemplarité qui m'est chère, parce que je pense que ça c'est quelque chose de très fort et qui résonne beaucoup chez les collaborateurs. Donc on a formé 100% des collaborateurs à cette formation pour montrer qu'on est tous clients et qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui en tant que client. Voilà. La deuxième chose, donc ça c'était un peu le socle, la base, la deuxième chose c'est que là,
je me suis attaquée aux filières clients. On a créé l'Académie Client, qui est un cursus de formation. C'est une formation récurrente des filières clients qui existe maintenant depuis, je crois, 2017. Et chaque année, les collaborateurs des filières clients ont des formations savoir-faire, savoir-être sur leur métier. Donc, évidemment, on progresse parce que au début, on parlait des fondamentaux. Maintenant, on parle plutôt de la relation client avec des VIP, par exemple. Donc, voilà, on travaille sur ces sujets-là. On a beaucoup travaillé les sujets de conflit, parce que je pense qu'on est tous concernés. On voit une évolution quand même, et mes pairs le disent comme moi. On a des clients de plus en plus durs. Enfin, une partie des clients est dure, et donc les collaborateurs qui sont en lien avec ces clients ont parfois du mal, des vrais conflits durs. Voilà, donc on forme ces collaborateurs. Et c'est un signe très fort de reconnaissance des filières clients, cette académie. Ça a été la première académie. Et pour l'anecdote, d'autres métiers purement techniques ont créé des académies du développement, des académies du programme, etc. Donc, ça a fait des petits aussi, tout ça. Certains modules de l'académie client sont à disposition d'autres métiers plus techniques. Et enfin, on est en 2023, depuis septembre 2022, on a créé un cursus de formation pour ce qu'on appelle les métiers du programme. Chez nous, c'est les métiers cœur, c'est-à-dire ceux qui gèrent une opération immobilière de bout en bout. Donc, ce sont plutôt des personnes techniques, on va dire, mais des managers, c'est vraiment les managers au cœur, on en parlait. Et en fait, on a décidé que la première formation qu'on leur donnerait serait une formation à la posture relationnelle. Donc ça, c'est une grande révolution chez nous, puisque là, on ne parle pas de filière client, mais on parle des managers dont vous parlez, qui sont à mon avis extrêmement importants pour la transmission du sujet de l'expérience client. Eh bien, nous avons fait le choix de les former pour leur première formation de l'académie du programme à la posture relationnelle. Effectivement, on voit bien que la formation et surtout la pérennité, on voit bien cette récurrence que vous avez mis en place et que ça touche effectivement l'ensemble des collaborateurs et managers. Merci beaucoup, Céline. Sans transition, on passe à ce deuxième constat. Effectivement, on voit bien ce tandem client et collaborateur. On a dit que c'était une solidarité de fait. De votre côté, Isabelle, quelques chiffres pour illustrer justement ce premier constat? Oui, tout à fait, Isabelle. Donc, au-delà de la sensibilisation et de l'accompagnement, dans quelle mesure les collaborateurs et managers sont-ils liés à la satisfaction de leurs clients? 62% ont le sentiment d'avoir un impact sur la satisfaction des clients usagers de leur organisation. Et ce sentiment, comme vous pouvez le constater, est d'autant plus marqué que l'on occupe un poste de manager, puisqu'il monte à 67%. Donc, on avait vu au tout début de la présentation que les managers étaient plus sensibilisés à cette notion d'orientation client. On le retrouve ici encore, puisqu'ils ont plus le sentiment d'être acteurs, finalement, de cette notion-là. Et ce sentiment est une fois encore plus ressenti, plus développé lorsqu'on évolue dans une structure qui a mis en place une démarche RSE, puisque de 62, on passe à 69%. Par ailleurs, on s'est interrogé sur le lien qui pouvait exister entre les conditions de travail et le fait de délivrer ou non une expérience client de qualité. On voit qu'un lien est assez largement reconnu. On a 56% des personnes interrogées qui nous disent qu'il y a un lien entre conditions de travail et expérience client de qualité. Et ce lien, ce sentiment-là, il est, vous le voyez, particulièrement élevé, donc une fois encore auprès des managers, et particulièrement dans les structures ayant développé une démarche RSE, puisque là, on a 10 points d'écart. Donc là, il y a un vrai gap auprès de ces entreprises-là qui ont initié une démarche RSE et dans laquelle on sent qu'il y a vraiment une porosité, mais bénéfique, entre les conditions de travail et la délivrance d'une expérience client de qualité. Et de manière plus globale, une corrélation est clairement établie entre l'expérience que l'on vit en tant que collaborateur et l'expérience que l'on délivre à nos clients. Puisque 80% des collaborateurs et managers que nous avons interrogés partagent ce constat, donc partagent l'idée que l'expérience client usager que l'on offre est totalement dépendante de notre propre expérience en tant que collaborateur. Donc ça, c'est un chiffre assez fort. On ne s'attendait pas nécessairement à des chiffres de ce niveau-là.
Et alors qu'on a ce fort sentiment, en fait, on peut déplorer que seuls 17% nous disent disposer de l'autonomie nécessaire et des marges de manœuvre qui vont leur permettre de pleinement satisfaire le client. Donc 17%, c'est vraiment une très faible minorité quand on voit l'importance de cette notion d'orientation client et la sensibilisation qui est existante aujourd'hui dans les organisations. Quels sont donc les freins à l'adoption d'une posture totalement centrée client? Donc, sont surtout invoquées les procédures, donc par 40% des personnes interrogées, suivi de la répartition des rôles et de l'organisation par 38%. Enfin, un élément qui nous a paru extrêmement intéressant à pointer et à avoir en tête, c'est que dans les structures n'ayant pas initié de démarche RSE, sont les chiffres en rouge que vous voyez sur la slide, la hiérarchie et la culture de l'entreprise apparaissent davantage comme des freins. On voit que dans ces structures-là, la hiérarchie est pointée par 39% des collaborateurs comme un frein à devenir totalement centré client, donc au même niveau que les procédures, hein, donc ça fait partie de la principale critique émise. Et la culture de l'entreprise est citée par 27%. Donc on voit ici, une fois encore, de nouveaux signaux en fait, qui montrent que l'orientation client, elle doit être incarnée et portée par la direction pour pouvoir embarquer l'ensemble des collaborateurs. Effectivement, on voit bien que tous ces chiffres sont très éloquents. Et du coup, Laetitia, toi, par rapport à cette solidarité collaborateur-manager, est-ce que tu peux nous partager tes convictions sur ce sujet? Alors, les chiffres sont effectivement assez éloquents et c'est la bonne surprise, ou en tout cas, c'est la bonne surprise de cette 3e édition. On sent que les collaborateurs eux-mêmes ont vraiment pris conscience de ce lien et sur le fait que meilleures sont leurs conditions de travail, meilleure est l'expérience client qu'ils peuvent délivrer à leurs clients. Dit comme ça paraît assez évident, mais c'est pas toujours une évidence et en tout cas, c'est pas toujours pris en main de cette façon dans les entreprises. Je pense que les années passées, on a beaucoup investi d'abord sur l'expérience client, ce qui était visible du client, et un peu moins sur ce qui était utile aux collaborateurs pour les aider dans leur quotidien à mieux servir les clients. Donc de ce point de vue-là, je pense que finalement, la première marche de l'escalier quand on veut aller vers plus d'orientation client, c'est d'abord de s'intéresser à ses collaborateurs, de les considérer comme les premiers clients de l'entreprise et de faire en sorte que leur propre parcours au sein de l'entreprise soit construit comme une expérience et qu'on porte une vraie attention aux moments clés de leur parcours en tant que collaborateur, depuis le recrutement jusqu'à éventuellement leur départ de l'entreprise, mais aussi à leur accueil dans l'entreprise, aux événements clés comme l'entretien annuel, une mobilité, un accident de la vie qui fait qu'ils s'éloignent de l'entreprise, mais comment on les accompagne à ce moment-là. Et ça, c'est hyper important pour que le collaborateur se sente considéré et soit fier aussi de travailler pour son entreprise. Et ça rejaillira de toute façon dans ses actions vis-à-vis du client. Et je pense que le deuxième volet à travailler, c'est vraiment aussi de travailler les conditions de travail des collaborateurs. Céline l'a évoqué, hein, ça commence par de la reconnaissance, c'est de l'accompagnement, ça peut être de l'outillage, hein, travailler sur des outils qui sont plus simples à utiliser, à manipuler ou qui donnent accès plus directement à l'information. C'est les accompagner aussi sur leur posture et ça, c'est des choses mis bout à bout. Ça contribue à l'expérience collaborateur et ça rejaillit derrière sur l'expérience client. Merci Laetitia. Oui, effectivement, Céline, tout à l'heure, vous avez abordé quelques éléments. Vous, de votre côté, le lien expérience client, expérience collaborateur, comment ça se vit? Et puis, peut-être, voilà, comment avez-vous fait en sorte que les conditions de travail, effectivement, des collaborateurs soient le plus orientées client possible? Voilà, est-ce que vous pouvez nous partager quelques expériences là-dessus? Alors, moi, j'ai une intime aussi conviction, c'est que ce qui est bon
pour le collaborateur et bon pour le client. La fameuse symétrie des attentions, c'est quelque chose, c'est un adage auquel je crois et sur lequel on essaie de travailler véritablement chez Bouygues Immobilier. Après, quand je vois les freins, on vient de faire une enquête de collaborateurs et sachez aussi qu'on n'est pas meilleur que les autres, et les freins que je vois sur les procédures, la répartition, l'organisation, la hiérarchie, etc., c'est des sujets sur lesquels on doit encore travailler, qui sont encore des freins aussi dans l'entreprise. Alors, peut-être un petit peu moins que dans cette étude-là, mais en tous les cas, on continue à travailler dessus. Alors, je vous l'ai dit, nous, on a donc, avec la nouvelle stratégie, 7 axes stratégiques. Le premier axe stratégique, c'est l'expérience client. Le deuxième, c'est l'expérience collaborateur. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, la DRH a travaillé sur un parcours collaborateur à l'instar du parcours client. Voilà, ça c'est un fait. Et donc, ça veut dire qu'on accueille notre collaborateur un peu comme notre client. Donc, il y a plein de choses qui ont été mises en place. Donc, on voit bien cette symétrie des attentions. Et puis, j'en ai parlé, donc, on a mis en place des signaux, je crois, de reconnaissance. La formation, je pense que c'est un fort signe de reconnaissance. Quand on met en place une académie en récurrent, on essaie de trouver des formations qui correspondent, très adaptées aux collaborateurs. L'outil, j'ai parlé de Salesforce, du CRM, qui a quand même changé la vie des collaborateurs qui avaient à leur disposition plusieurs outils, voire des fichiers Excel. Donc, je pense que ça améliore les conditions de travail. On a créé un nouveau métier, donc qui est directeur de relations clients, une entreprise éminemment décentralisée. Et donc, dans chaque CODIR de région, il y a maintenant un représentant de la filière client qui a le même pouvoir qu'un directeur commercial, qu'un directeur de business unit, et donc qui est le représentant client au sein du CODIR. Et puis une dernière chose, on le voyait dans le slide d'avant et je voulais en parler, mais j'en parle maintenant, c'est que pour moi, la première des choses, c'est savoir dire bravo, en fait, savoir remercier. Alors, un petit exemple, on fait des enquêtes à chaud post-livraison du bien, avec les petites étoiles comme tout le monde, et c'est vrai que moi, je reçois toutes les enquêtes à chaud de France, de nos clients, et en fait, j'essaie tous les matins de prendre du temps pour féliciter personnellement les collaborateurs quand il y a un verbatim qui est particulièrement beau et reconnaissant, parce que si on se fait ce métier-là, c'est pour ça, moi la première d'ailleurs. Et donc, j'essaie, moi, d'écrire personnellement aux collaborateurs pour le remercier, ou à l'équipe, ou au directeur relations clients pour les remercier et les féliciter du travail et du verbatim du client. Voilà, ça passe aussi par là, je pense. Ça passe par savoir dire bravo, voilà, savoir dire que c'est bien et qu'on est tous embarqués de la même façon. Et donc, la posture de la hiérarchie, je n'aime pas trop ce terme, mais en tous les cas, on travaille en collaboration et on doit savoir aussi faire ces petits gestes du quotidien qui permettent, je pense, d'agrémenter la vie tous les jours. Effectivement, Céline, on voit bien que c'est la somme de ces attentions qui produit après auprès du client une expérience de très bon niveau. De ce point de vue, Laetitia, est-ce que toi, tu vois d'autres leviers que tu pourrais partager avec nous? Évidemment, au-delà de poser le cadre favorable à l'autonomie et à la responsabilisation des collaborateurs, moi, je pense qu'il y a un levier qui est très intéressant et assez riche, c'est de faire participer les collaborateurs, à la construction de l'expérience client elle-même. Je crois vraiment fortement aux vertus de la co-construction et je le disais tout à l'heure, on s'est beaucoup attaché à améliorer l'expérience client, mais quand on la construit en mettant en regard ce qui se passe côté collaborateur, ce qui se passe du côté de l'entreprise, ça permet aussi de prendre en compte leurs contraintes ou leurs besoins pour améliorer dans l'ensemble le parcours de l'un et de l'autre en parallèle. Et de faire travailler les collaborateurs en direct avec des clients, c'est encore mieux. Ça leur permet aussi de prendre du recul, d'entendre directement la voix du client et ses besoins. Je trouve que ça, c'est une vertu intéressante. Et puis, on pourrait citer d'autres leviers. Céline en a cité un tout à l'heure, par exemple, hein, quand on intègre dans la rémunération variable ou dans l'intéressement les indicateurs de performance client, c'est toujours aussi un levier de motivation supplémentaire. Oui, effectivement, tout à l'heure, merci Laetitia. Céline nous a cité quelques leviers.
On a bien entendu voilà, la communication et les résultats du NPS. Vous avez effectivement évoqué aussi la variable et l'intéressement, donc que le Laetitia a indexé. Et puis votre manière de traiter les réclamations. Il y a aussi d'autres leviers que vous mettez en œuvre, justement. On en a cité pas mal. Est-ce qu'il y en a encore d'autres Alors, pour animer cette donc, orientation? oui, il y a évidemment cette animation que j'ai avec l'équipe des directeurs relations clients, donc une animation aussi bien individuelle, collective, donc vraiment ce lien avec les équipes qui font l'expérience client au quotidien, mais pas que. Je vous ai dit, je pense que si une entreprise veut vraiment être orientée client, il faut que tout le monde soit orienté client, mais tout le monde, c'est-à-dire quels que soient les métiers, la DSI, service aux collaborateurs, etc. Et donc, nous, on a décidé en 2022 de créer une charte interne d'engagement client. On a 3 engagements. Et en fait, on a travaillé, et c'est le directeur d'agence, c'est-à-dire les patrons des business units qui ont déployé cette charte interne. Donc, c'était assez fort. Ce n'est pas moi qui l'ai déployé, ce n'est pas les équipes clients, c'est vraiment le patron de business unit en disant on doit tout faire et on s'engage, nous, en interne, à satisfaire le client. Et donc, on a cette charte, symboliquement, elle a été signée par tous, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un engagement de tous lors de la sortie de cette charte. Et en fait, cette charte a été sortie le jour du Customer Day. Donc, chez Bouygues Immobilier, dorénavant, il y a un jour du client qui est le 14 juin. Voilà. Et ce jour-là, en fait, on a fermé toutes les agences de France et on a travaillé, on s'est posé sur ces 3 engagements et on s'est dit, chacun d'entre nous, tout métier confondu, quel engagement personnel et individuel je pouvais prendre face à ces engagements d'entreprise pour améliorer justement mon orientation client, ma posture relationnelle. Ça a très bien fonctionné. On a eu des métiers très techniques qui sont engagés avec des engagements que j'imaginais même pas. Donc, ça a très bien fonctionné. Et donc, dorénavant, il y aura un Customer Day chaque année chez Bouygues Immobilier avec une forme certainement cette année un peu différente. Voilà, c'est important aussi de faire parler des vrais clients. Donc, voilà, 3 petits points. Mais c'est aussi ça l'animation et l'orientation client, c'est, je pense, mettre en place des événements pas que pour les filières clients, beaucoup pour les filières clients parce qu'il faut les porter, il faut les animer, mais pas que, pour que ce soit une réalité et que les collaborateurs se disent « Ah bah oui, le client, il est réel et on sait s'arrêter, notamment une journée complète pour en parler. » Voilà. Effectivement, merci Céline. C'est vrai que ce Custom Day, c'est un signal très très fort effectivement pour l'ensemble des équipes au sein de Bouygues Immobilier. Alors, on va passer sur un sujet qu'on a entendu à travers les différents débriefs des résultats que nous a fait Isabelle. Cette notion de RSE, effectivement, on le voit, elle est apparue en filigrane dans cette présentation de notre baromètre de cette année. Si on veut rappeler en quelques mots la définition de RSE, on la qualifie de la responsabilité sociétale des entreprises et ce qui se définit par la contribution volontaire des entreprises aux enjeux du développement durable, aussi bien dans leur activité que dans leurs interactions avec leurs parties prenantes. Alors, les chiffres, je ne vais pas tous les citer, mais il y en avait quand même quelques-uns qui étaient assez remarquables. On a entendu que 64% parlent de la notion d'orientation client au sein de leurs entreprises et ça monte à 77% dans les entreprises et les organisations qui ont initié une démarche RSE. Tout ce qui est manifestation de la volonté de l'entreprise d'être centré client, les scores obtenus auprès des entreprises qui sont dans une démarche RSE sont systématiquement supérieurs à ces scores de l'ensemble des sondés. Le sentiment d'influencer également la satisfaction client est beaucoup plus prégnant dans les structures toujours engagées dans la RSE. Et enfin, tout à l'heure, on parlait de freins. On a identifié comme frein la hiérarchie, la culture d'entreprise. Eh bien, effectivement, dans les démarches sans RSE, elles sont beaucoup plus présents, ces freins. Donc, c'est intéressant de voir effectivement comment cette année, ce sujet de la RSE est arrivé. Alors, justement, Laetitia, pourquoi ce thème nous est apparu et puis c'était quoi l'intuition derrière d'aller voilà, colorer notre questionnaire et cette enquête cette année sur la RSE? Tu as raison de parler d'intuition parce que c'était vraiment une idée. Chaque année, on essaye d'aller creuser un nouveau thème. Et cette intuition, elle est née de l'observation de notre environnement, des prises de parole, des différents acteurs.
Et effectivement, on s'est dit, mais c'est drôle quand même, ceux qu'on a l'habitude de voir sur les podiums de la relation client, qui gagnent des palmes et qui sont très reconnus et connus pour leur orientation client, commencent aussi et ils sont assez présents sur ce thème de la RSE. Et on s'est dit, bah, finalement, en réfléchissant bien, ces deux notions, elles partagent des valeurs et un socle de valeurs communes qu'on peut définir autour de la confiance, de la transparence, de la responsabilité. Et finalement, on voit à travers le baromètre qu'on peut aisément faire une corrélation entre les deux. Pourquoi faire une corrélation, enfin, comment on peut expliquer cette corrélation? Je pense que la RSE, en tout cas la démarche RSE, elle résonne aussi, elle répond à des attentes de plus en plus fortes des individus qui sont tour à tour collaborateurs ou consommateurs. Je pense qu'on est aussi aujourd'hui dans une phase de prise de conscience assez forte et cette prise de conscience, elle se transforme en conviction et en exigence vis-à-vis de notre employeur, de l'entreprise à qui on va acheter un produit ou faire appel pour un nouveau service. Donc, ça fait partie de ce nouveau volet d'attente finalement, que l'on soit collaborateur ou client. Quand on est collaborateur, je pense que la RSE, elle est fortement porteuse de sens. Elle donne du sens à nos actions, elle décrit la mission de notre entreprise et donc le rôle et le cadre dans lequel s'inscrit notre activité au quotidien. Je pense dans cette démarche-là, voilà, elle répond aux attentes des collaborateurs, toujours plus en quête de sens et de valeur dans le travail et l'énergie qu'ils donnent dans leur travail. Si on s'intéresse aux clients, pour le coup, je pense qu'on arrive aussi sur des profils clients qui veulent être des consommateurs responsables, qui veulent faire leur choix en conscience et s'attacher à protéger l'environnement ou donner un sens à leur achat d'un point de vue social. Et donc, ça devient une promesse de marque finalement quand l'entreprise leur met en avant sa démarche RSE et ça permet d'installer ou restaurer une relation de confiance et on le sait, la confiance c'est le socle de la relation entre l'entreprise et le client et un gage de fidélité bien souvent. Et enfin, dernier point commun selon nous, c'est aussi la démarche RSE. Une démarche RSE, ça ne se décrète pas. Ça s'incarne, ça se porte au plus haut niveau et ça s'accompagne aussi par de l'acculturation des collaborateurs, par des outils, par des indicateurs de mesure. Et donc, en ce sens, c'est aussi un point commun pour nous avec l'orientation client. Merci Laetitia. Alors Céline, de votre côté, effectivement, du côté Bouygues Immobilier, vous avez-vous identifié ce fameux lien entre RSE et orientation client? Alors, c'est vrai que c'est vous un peu qui m'avez mis la puce à l'oreille en préparant ce webinaire, pour être tout à fait honnête. Alors nous, il faut savoir qu'on a une vraie politique RSE qui est incarnée. On a une collaboratrice qui incarne parfaitement, Olivia, ce sujet-là, comme le sujet de l'expérience client. Elle intervient beaucoup d'ailleurs à l'extérieur. Et en fait, le lien que je vois entre les deux, c'est que c'est l'humain qui est au centre, en fait. C'est-à-dire que quand on parle de RSE ou quand on parle d'expérience client, on parle de l'humain qui est au cœur, d'ouverture, de transparence, de faire ensemble et de vivre ensemble. En fait, il y a un vrai lien qui est l'humain, le client ou celui qui est l'usager, on va dire. Donc, il y a un vrai lien. Donc, je vous ai dit, dans les 7 enjeux stratégiques, il y a évidemment la RSE qui est dedans. Nous, on a une vraie politique, mais une volonté ferme et farouche de travailler sur tous ces sujets de durabilité, responsabilité et biodiversité. On a des engagements forts là-dessus. Je vous donne un exemple sur la biodiversité. Dorénavant, toutes nos opérations, quand on crée les espaces de vie extérieurs, on fait intervenir un écologue qui intervient en amont et qui va vérifier ou qui va travailler sur la biodiversité dans le jardin de l'opération. Voilà. Donc ça, ce sont des promesses. Ce n'est pas des promesses, c'est des actes parce que c'est une réalité. Nos logements, on est en train de finaliser
un produit qui s'appelle Cœur de Vie, qui a été créé avec les clients, puisque maintenant on travaille tout le processus d'innovation produit par des clients. Donc on a des plateformes aussi collaboratives, on fait travailler des intentionnistes d'achat dans le neuf et on leur demande comment vous voulez le produit de demain. Et donc on a commencé par l'usage et on a abouti à un produit. Et donc chez Bouygues Immobilier, à partir du printemps, toutes les opérations qu'on va proposer à nos clients n'auront que des pompes à chaleur, par exemple. On travaille sur des produits biosourcés. Dans les parties communes, on a fait un gros travail de reformatage de nos parties communes et on travaille, on a essayé de maximiser tous les produits biosourcés. Le tapis de sol sera fait en algues, voilà, des petits exemples. Les peintures biosourcées. Donc, c'est une réalité produit, mais qui part d'abord des usagers, puisqu'on est parti avec eux en leur disant de quoi vous avez envie. Et puis, on a signé des accords avec des fournisseurs de béton bas carbone. Donc, nous, c'est une vraie réalité. De toute façon, on le veut, parce qu'on fait partie d'industries qui ont été beaucoup chahutées sur ce sujet-là. Et on a envie d'être vraiment fer de lance. Et donc, bah oui, l'un va avec l'autre, parce qu'on parle du bien-être de l'être humain, en l'occurrence de celui qui vit dans la ville et qui est notre client et l'usager. Voilà. Effectivement, on voit bien ce lien, vous l'avez, sans peut-être le conscientiser, mais il était vraiment au cœur de votre organisation et de toute cette stratégie que vous avez mis en place. Un grand merci en tout cas, Céline, pour tout ce partage et ces témoignages. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Est-ce qu'il y a des questions de votre côté? Donc, ça veut dire que vous avez été extrêmement clair et les questions peuvent arriver après. Hein, ça sera avec grand plaisir que nous y répondrons. En tout cas, merci à toutes les trois, Céline, Isabelle et Laetitia, pour vos interventions. Comme je vous l'avais dit, effectivement, nous vous adresserons un lien pour accéder au replay et également pour obtenir la leaflet sur le baromètre orientation client de cette année, donc 2023. Nous vous remercions énormément. Vous avez été nombreux à nous suivre à ce webinaire. Au sein de Juliette Sterwen, Laetitia, moi-même et Aurélie Cordier, donc, nous sommes vos interlocutrices qu'on s'est nommées clientocentriques privilégiées. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ce sera avec grand plaisir qu'on échangera avec vous sur ce beau sujet. À très bientôt et encore merci à nos intervenantes et Judith pour son précieux support de technique et d'organisation pour ce webinaire. Une très belle journée, profitez bien de ce beau temps si c'est le cas et en tout cas à très vite. Merci à toutes, merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.